commencer. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je suis Pascale Cazeneuve, élue URPS infirmier, pilote de la commission bilan de prévention. Aujourd'hui, on va vous parler de la prévention et surtout du thème de la sédentarité. Comment faire en sorte que la population intègre les bonnes informations et surtout la connaissance de ce que peut procurer une sédentarité de plus en plus importante dans notre monde moderne. Nous avons avec nous aujourd'hui un certain nombre d'élus que je vais demander et qu'ils se présentent eux-mêmes. Donc, on va commencer par Sébastien Maréchal. Honneur Bonjour, aux hommes. c'est gentil. Bonjour C'est à rare, tout le donc il faut le monde. faire de temps en temps. Donc Sébastien Maréchal, infirmier sur Castel-Sarrazin dans le Tarn-et-Garonne, donc l'URPS. C'est moi qui m'occupe aujourd'hui du chat, de vous envoyer des liens et de répondre à vos questions. Si j'ai les réponses, sinon je passerai la main. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent moment. Donc, nous avons Florence Duverneuil. Oui, bonjour, Florence Duverneuil. J'exerce à Moissal dans le Tarn-et-Garonne, à côté de Castel-Sarrazin. Sophie Beauverger. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce webinaire. Et puis, pour les nouveaux, c'est super. Je suis infirmière libérale, élue aux URPS et je suis à côté de Toulouse, à Bassiège. Et maintenant, ça sera au tour de Christelle Crépin, qui sera l'animatrice du jour sur le thème de la sédentarité. Bonjour, je me présente Christelle Crépin, infirmière libérale à Gignac dans l'Hérault. Voilà. Eh bien, je pense que tu peux commencer, Christelle. On parlera des prochains événements en fin de webinaire. Dans cette première partie, vous pouvez discuter en allant sur la conversation sur le bandeau que vous avez soit en haut de votre écran, soit en bas de votre écran. Vous pouvez poser les questions aussi plutôt dans QER, Sébastien, ou dans conversation? Bon, dans conversation, c'est bien. Alors, restons tout le monde dans conversation, comme ça évitera d'aller dans plusieurs onglets. Alors, il y a aussi un invité caché, qui est Sylvie Novak, si tu peux mettre, alors, qui est élue de l'URPS, à qui on va donner la parole, mais qui a un petit souci informatique. Est-ce qu'on peut débugger Les micros. le micro de Sylvie Novak? Madame Novak, elle a un problème de micro et de caméra. D'accord. Bon, donc Sylvie Novak est aussi une élue de l'URPS qui fait partie de ce groupe bilan de prévention qui tient à vous aider afin que nous prenions toutes en main ce bilan de prévention. Voilà, c'est un premier temps, c'est quelque chose qui est qui est même très agréable à faire, hein, mais qui change de nos pratiques. Donc, il faut un petit peu changer nos façons d'appréhender ce niveau dispositif qui nous est offert. Je laisse donc la parole à Christelle Crépin qui va dérouler le sujet sur la sédentarité. Bon, bonjour à tous. Donc voilà, le webinaire va être sur la sédentarité. Donc, je vais aller sur la première slide et en fait, je vais vous donner une définition. La sédentarité, c'est quoi? C'est une situation d'éveil caractérisée par une très faible dépense d'énergie. Elle correspond au temps passé assis, couché, debout. Donc, le temps de sommeil, le temps où on mange à table, le temps de regarder la télévision, le temps d'être dans la voiture, au travail, etc., en fonction des âges, bien entendu. Et donc, c'est un mouvement conduisant à zéro dépense d'énergie. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas confondre activité physique, sédentarité, et activité sportive. Beaucoup de patients ou d'usagers font un peu l'amalgame. Et en fait, ça va être la prise de conscience,
lors de votre entretien au cours de ce bilan, d'évaluer leur activité physique, s'ils sont plutôt sédentaires ou pas. À chaque âge de la vie, bien entendu, ce sera différent, bien entendu. Donc, de l'inactivité à l'activité physique. Donc, en fait, l'inactivité physique ou l'activité physique insuffisante, c'est la première cause de mortalité évitable. Hein. C'est-à-dire que le temps dans le questionnaire que vous verrez quand ils répondent, ils vont marquer ben, je reste entre 2 et 4 heures assis, 2 et 8 heures, 8 heures et 10 heures. Donc, c'est là votre évaluation en tant que soignant à repérer. Et plus ils auront de l'activité physique et plus ils auront un bien-être en santé. Alors, pour les enfants et les adolescents, les recommandations, c'est 1 heure par jour d'activité intensive ou modérée. Hein. Pour les adultes, on considère 30 minutes par jour ou 5 fois par semaine d'activité physique intensive ou modérée à une activité intensive soutenue. Voilà, c'est vraiment, vraiment important de bien différencier et de faire comprendre, que le patient comprenne ou l'usager comprenne, comme vous voulez, son temps assis ou couché. Et en fait, on est très surpris quand il se pose cette question du temps qui reste couché ou assis. Donc, des données qu'on peut vous montrer, bouger à tout âge de la vie. Hein. Donc, par exemple, alors je vais vous prendre les enfants qui ne sont pas, voilà, 4 enfants sur 5 ne pratiquent pas d'activité physique quotidienne, hein, pour les 3 à 10 ans. Donc, pour les adolescents, 2 adolescents sur 3 ne suivent pas les recommandations d'activité intensive, d'activité physique intensive. Pour les adultes de 18 à 64 ans, un adulte sur 3 ne suit pas les recommandations. Et pour les seniors, un senior sur 3 ne suit pas les recommandations. Hein, ils ont tous une activité plutôt modérée et élevée que 5%. Vous voyez, hein, je vous parle pour les seniors. Donc, en fait, les suivis des recommandations, c'est important. C'est-à-dire que les suivis des recommandations, 1 femme sur 2 le font et 3 hommes sur 4 ne le feront pas. Pardon. Donc là, en fait, je vous ai montré la pyramide d'activité physique recommandée. Donc, ben, on limite les activités sédentaires assis, couchés devant la télé. On limite, on augmente, on fait 2 fois par semaine de la force et de la souplesse dans le renforcement musculaire. On recommande 5 fois par semaine des exercices cardio-respiratoires, donc la course, le sport, le vélo, la marche, la rando. Et on recommande tous les jours, le plus souvent possible, les activités ménagères, les activités de jardin, sortir dehors et marcher. Voilà, je trouve que cette pyramide est vraiment très significative et très visuelle pour les usagers. Donc là, je vous montre un peu les chiffres des bénéfices de l'activité physique régulière. Donc, en prévention primaire, donc, on diminue de 20 à 50% les maladies, les coronopathies. On diminue de 14% le taux de mortalité. On diminue de 13 ans la survenue de l'ostéoporose. De 20 à 25% la diminution des cancers du sein. De 45% la diminution de la maladie d'Alzheimer. Et on diminue de 50% les patients prédiabétiques. Voilà, donc d'où vraiment l'intérêt de le faire. Slide suivante, je vous montre dans la prévention tertiaire. Donc, bénéfice de l'activité physique régulière en prévention tertiaire. Voilà, donc on reprend un peu les... donc, diminution de 26% de la mortalité, 31% de réhospitalisation. Donc, vous comprenez bien que le coût de la santé, si on peut éviter
les hospitalisations pour les maladies cardiovasculaires, ça a un gros intérêt. On diminue de 31% la mortalité des BPCO, on diminue l'hypertension, cancer du sein, 41%. On diminue la dépression, les symptomatologies et le risque de récidive dans la dépression, et on diminue la glyquée de 0,6%. Donc, c'est quand même très, très important. Voilà. Donc, lors de votre entretien, quand vous êtes en cabinet, vous pouvez aller sur le site Manger Bouger et vous pouvez faire une petite évaluation. Le temps, c'est 2 minutes pour faire prendre conscience et en demandant à l'usager d'évaluer son activité physique. Et le résultat est sans appel. Voilà. Et en fait, en faisant cette grille d'évaluation, en fait, il va prendre conscience qu'il est plus ou moins sédentaire. Et donc, et je trouve que ce site est Manger Bouger. Et vous pouvez y aller. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources, d'informations et de recommandations, auquel cas il pourra vous l'inviter à y aller. Il pourra y aller plus tard et lire et prendre le temps de lire. Alors, j'ai fait une slide sur le bénéfice de la marche, parce qu'en fait, la marche, si vous voulez, c'est la première chose que les patients peuvent faire, et c'est gratuit. Voilà. Alors, pour les plus jeunes, c'est de dire, voilà, d'aller à l'école, s'ils le peuvent, à pied, ou par exemple, tu veux marcher plus, arrête-toi 2 stations de métro plus tôt et tu vas marcher 10 minutes tous les matins. Et c'est du temps de marche qu'il fera en plus. Par exemple, quand ils vont au travail, peut-être de s'arrêter plus loin de leur lieu de travail et de faire le restant à pied. Pour les seniors, comme ils ont le temps, voilà, c'est d'aller chercher leur pain, faire leurs courses le plus à pied, parce que dans le bénéfice de la marche, ça aide pour tous les organes. En fait, ça améliore la santé cardiaque, ça améliore au niveau du cerveau, ça retarde le vieillissement, ça augmente la capacité pulmonaire, ça réduit les envies de sucre, ça améliore l'humeur. Enfin, voilà. Je trouve que, voilà, la marche, c'est la chose la plus simple à faire. Et en fait, c'est de leur spécifier, voilà, de le pratiquer. Et dans l'entretien motivationnel, ce qui devra peut-être ressortir, je vais marcher plus. J'irai faire chercher mon pain à pied. Après, vous pouvez aussi leur parler, par exemple, il y a une campagne qui a été les 1000 pas par jour ou les 10 000 pas par jour. Ça, c'est resté et certains usagers le ressortent. Ils ont des montres connectées et en fait, ils savent le nombre de pas qu'ils font. Ils peuvent s'améliorer eux-mêmes avec leurs résultats. Sur la slide suivante, j'ai pris des recommandations en fait dans la médecine du travail pour lutter contre la sédentarité au travail, en particulier pour tous les salariés qui travaillent assis, et en fait de leur faire prendre conscience du temps assis au travail. Et il existe des petites choses à faire, des petites recommandations pour éviter d'être assis 8 heures par jour. C'est-à-dire que les recommandations, c'est de se lever toutes les heures, marcher 1 minute, aller à l'imprimante, aller voir les collègues d'à côté. En fait, se lever et marcher. S'étirer au bout de 2 heures assis, s'étirer avec quelques mouvements, voilà, pour qu'il n'y ait plus cette position sédentaire. Travailler avec les jambes. Après, il y a certaines entreprises qui mettent à disposition des bureaux vélos ou des tapis de marche ou des bureaux en station debout.
parce que la station debout est quand même recommandée, mais ça permet voilà, d'éviter d'être trop longtemps assis. Par exemple, le téléphone, de téléphoner debout en marchant. Voilà. Essayez de trouver toutes les petites astuces au quotidien dans leur temps de travail. Alors, je pense qu'ils peuvent, on peut les renvoyer sur la médecine du travail ou dans la boîte à outils, vous verrez ces recommandations, vous allez les retrouver. Voilà, c'est éviter la sédentarité au travail. Et pour les jeunes de 18-25 ans étudiants, ben voilà, c'est de leur dire que après le temps passé en cours, de sortir, de marcher, que leur temps d'écran sur le téléphone, les iPads, ben, peut-être le couper un petit peu pour avoir une activité physique ou sportive pour les jeunes. Donc, dans l'activité sportive, on va pouvoir inclure à ce moment-là l'activité sportive et elle sera adaptée à chaque catégorie. Hein. Donc, moi, je vous ai parlé des maisons sport santé, des éducateurs APA, kinés. Donc, ça va être surtout pour la tranche des seniors 60-65 ans et 70-75 ans. C'est-à-dire que de trouver pour les seniors de l'activité sportive adaptée sur prescription médicale ou prescription de kiné pour du renforcement musculaire, pour la kiné de marche. Et il faut savoir que dans votre secteur, il y a des activités physique adaptée. Donc, il faut se renseigner auprès de vos CPTS, CRT. Alors, CRT, c'est Comité de ressources territoriales, auprès des mairies, des CCAS, aller chercher toutes les activités physiques adaptées pour votre usager. Après, ben, il y a toutes les associations. Christelle, je t'arrête juste un peu. Et en même temps, pour la personne un peu vieillissante, n'oubliez pas tous les ateliers activités physiques de la CARSAT qui sont proposés pour le bien vieillir. Oui, alors, je vais rebondir par rapport à ça aussi. Sachez que pour les seniors, les retraités, ils ont leur CARSAT ou la MSA et ils ont leur mutuelle. Et en fait, c'est bien de les renvoyer sur leur caisse de retraite et leur mutuelle parce que les mutuelles et les caisses de retraite ont travaillé sur l'activité physique pour être moins sédentaires. Donc, ils ont énormément de documentation, ils ont peut-être droit à quelque chose auprès de leur mutuelle. Voilà, donc c'est de les réorienter et d'aller chercher l'information auprès d'eux. Voilà, ça c'est vraiment important. Après, tout ce qui est catégorie d'usagers 18-25 ans, 45-50 ans, c'est ben, les inciter à pratiquer un sport en fonction de leurs revenus, bien entendu, salle de sport, salle de muscu, voilà, tout ce qu'il y a autour de vous. Et chaque année, je pense que auprès de vos villages ou villes respectives, il y a une journée d'association où toutes les associations se retrouvent et sportives et il y a des groupes de personnes, des groupes de sport adaptés à eux, débutants, voilà, et à type de loisir. Voilà, c'est vraiment les recommandations, c'est à arriver à ce qu'ils pratiquent une activité physique ou sportive le plus adapté pour eux, bien entendu. Là, je vous ai montré un peu sur cette slide activité douce contre la sédentarité. Hein, donc, c'est de bien différencier la catégorie d'activité physique, donc faible. C'est-à-dire que sur une activité physique faible, on ne transpire pas, on n'est pas essoufflé, c'est la marche tranquille. Une activité physique modérée, c'est là où on va être un peu plus essoufflé, on va transpirer,
Mais voilà, ça reste du raisonnable. Le vélo, s'il n'est pas électrique, bien entendu, et après la corde à sauter. Activité équivalente au quotidien, donc 45 minutes de ménage, c'est égal à 30 minutes de trottinette et c'est égal à 12 minutes de boxe. Donc, en fait, c'est comparatif. Ça permet quand même de montrer que dans les activités quotidiennes, type ménage, jardinage, yoga, par exemple, voilà, 1 heure de yoga est égale à 30 minutes de marche rapide. Donc, voilà, c'est pour montrer que toute l'activité quotidienne courante équivaut à des activités sportives intensives sur un temps de 30 à 1 heure. Et en fait, on va repérer si la personne est très sportive ou pas dans le questionnaire, parce qu'elle va vous le dire, hein, la personne, elle dit, ah, oui, voilà, ben, je fais de la rando le week-end, mais pas en semaine parce que j'ai pas le temps, mais je fais 2 heures de marche de rando. Bon, on voit quand même qu'ils ont une activité sportive et ça n'empêche pas d'avoir des gens qui sont en obésité, malgré ça, malgré cette activité, voilà, où après, il faudra peut-être travailler sur l'alimentation et que ça peut être de pair à ce moment-là. Mais vous pouvez avoir quelqu'un de très sportif, mais en obésité. Et en fait, quand vous faites le calcul de l'IMC, quand vous faites l'auto-questionnaire, déjà, à son IMC, à comment vous le voyez arriver, vous l'évaluez par votre clinique infirmière, hein, vous allez vite repérer. Voilà, il peut faire du sport, mais être quand même très sédentaire. C'est-à-dire que vous avez des personnes, je vais dire chez les jeunes, qui passent 2 heures sur leur téléphone portable et télévision et qui font une activité sportive en salle de gym 1 heure par semaine. Voilà. Le comparatif, il est un peu là et le repérage, il est dans ce sens-là. Voilà. À toi, Pascal. C'est mieux avec le micro, Pascal. Oui. Bon, voilà. Je réponds à la collectivité. Je vais Ah ouais. te laisser faire Parce Sébastien. que Oui, je n'arrive pas à voir oui, la slide de conclusion. oui, vous aurez les slides parce que, on vous mettra ce PPT dans le dossier bilan de prévention sur le site internet. Vous retrouverez les slides. Mais sachez que ces slides sont des documents qui se trouvent sur internet et vous y trouverez les voilà. liens possibles. On va demander à une de nos chargées de mission s'il est possible qu'elle récupère les liens pour les mettre en paquet sous l'égide URPS, sédentarité. Voilà. Sophie, ça sera possible pour vous? Oui, oui, tout à fait. Très bien, merci Sophie, parce que tout le monde les réclame. En fait, ces images sont très parlantes. Dans la pratique de la consultation, c'est toujours intéressant d'avoir ces images-là sous la main parce que voilà, le visuel parle beaucoup. Voilà, les pavés d'écriture un peu moins, mais le visuel parle beaucoup. Comment gérer un entretien motivationnel sur la sédentarité? La pratique de l'entretien motivationnel, c'est d'aller chercher les capacités de la personne, mais sans lui dire. Donc, il faut qu'il les trouve lui-même. Là, par exemple, vous avez repéré, parce que vous avez fait le questionnaire, que la personne est sédentaire. En règle générale, les gens que je perçois sédentaires, c'est qu'une perception. Donc, je commence à discuter sur qu'est-ce qu'une journée de monsieur et madame Untel. Voilà, décrivez-moi votre journée, monsieur et madame Untel. Alors, je fais ça un peu plus sur la tranche post-60-65.
qu'avant, parce qu'avant, ils ont leur travail et ne serait-ce que le travail, c'est déjà une mobilisation de notre corps. Donc, quand la personne me raconte, par exemple, que non, 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 je bouge, je me lève le matin, je fais ma douche, je fais un peu le ménage, puis après je regarde la télé, et puis je me lève, et puis je vais faire mon repas. Peut-être si j'ai une course à faire, je l'aurais fait avant. Vous y allez comment? En voiture. Je fais, voilà, comme ça, je lui fais décrire sa journée. Et au bout d'un moment, je lui dis, est-ce que vous avez ressenti, évalué, ou en tout cas, est-ce que vous, votre ressenti, c'est, vous êtes plus sédentaire ou actif? Il faut quand même valider ça avec les gens. C'est ça l'important, c'est de savoir où est-ce qu'ils se situent. Si là, jamais la personne me dit, ah, non, non, je suis très active, mais je vais lui demander de reformuler. Vous êtes très active, très bien. Est-ce que vous pouvez me quantifier votre activité dans la journée? Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre temps d'action et où, machin, machin? Et là, vous savez où est-ce que se situe. Si vous êtes sur quelqu'un qui est à la campagne et que donc son plaisir, c'est de jardiner, après qu'elle ait fait son ménage chez elle, vous serez en capacité, avec les slides qu'on vous a mis, d'évaluer et de voir. Il y a quelque chose à ne pas perdre de vue, c'est que l'activité physique, c'est aussi un certain temps. Donc, 30 minutes de marche continue par jour. Parce que les gens vont pouvoir regarder leur montre connectée, tout ça, mais ce n'est pas forcé que ça soit continu. Donc, il est important de donner de la connaissance. Et quand elle vous a décrit tout ça et que vous sentez que vous voulez peut-être l'amener à marcher 30 minutes par jour, vous lui expliquez que le bien fondé de marcher 30 minutes au moins en continu, ça va mettre en œuvre tout un tas de choses dans son corps et notamment les muscles, la mobilité des chevilles. Il ne faut pas oublier, pour une personne un peu plus âgée, la mobilité des chevilles est importante, et notamment de lui dire que la qualité de son muscle et le renforcement de son muscle, c'est la première indication pour rester debout le plus longtemps possible dans l'équilibre. Et ensuite, voilà, ça, vous avez donné votre information et après vous dites OK, et alors avec tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, est-ce que vous seriez en capacité de faire quelque chose et qu'est-ce qui vous plairait le plus de faire? Voilà, ça va venir. Elle va vous dire ce qu'elle est en capacité de faire, cette personne. Peut-être pas de marcher tous les jours pendant 30 minutes. Derrière, il faut leur dire qu'il est important de mettre en œuvre des objectifs simples et progressifs, c'est-à-dire commencer par aller marcher une seule fois par semaine. C'est déjà bien, vous l'aurez fait une fois. Et la semaine suivante, est-ce que vous pensez que vous seriez en capacité de mettre plus? N'oubliez pas de vous faire plaisir, de le faire avec sourire, parce que c'est en allant faire quelque chose, en étant, on dit congruent, mais en étant vraiment en lien entre je vais marcher, je sors pour marcher et me faire du bien. Quand vous serez rentré, vous verrez que le bénéfice sera déjà présent. Voilà. Est-ce qu'on peut lâcher les micros peut-être? Alors, j'aimerais vous parler pour finir Ah oui, ce que je voulais vous dire par rapport à l'entretien motivationnel, c'est de faire construire l'action. Ce n'est pas vous qui dites, vous allez vous lever le matin, vous allez faire ci, vous allez faire là, il faut faire ci, il faut faire là. Vous donnez les informations, c'est la connaissance, et après vous demandez qu'est-ce qu'il peut en faire. Et le faire construire. Oh ben je ne sais pas, je vais réfléchir. Très bien, si nous réfléchissions à présent maintenant, si vous preniez 5 minutes pour regarder votre vie, et qu'est-ce que vous pourriez y mettre? Quand? Comment? Expliquez-moi. Et c'est un raisonnement qui n'est pas évident, il va peut-être pagailler un tout petit peu, mais il va y arriver. Et il va vous dire ce qu'il est capable de faire dans une première intention. Donc, valorisez, super. Vous avez trouvé et le temps, et l'action, et votre intérêt à faire ça une fois par semaine. C'est magnifique. Mettez-le en œuvre et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous l'augmenterez parce que vous y trouverez un tel bénéfice qu'aujourd'hui, vous ne le soupçonnez pas. Voilà.
Est-ce qu'on peut laisser les J'ai micros à j'ai tout le monde? autorisé le micro. Maintenant, si quelqu'un a une question, il faut l'autoriser de son côté et D'accord. l'activer. Voilà, peut-être que vous pouvez déclencher vos micros et vos caméras, ça serait bien pour qu'on vous voit. Est-ce que quelqu'un a une question, par exemple, sur ce que l'on vient de dire? Est-ce que vous avez déjà commencé des bilans de prévention? Est-ce que vous pouvez lever la main dans le bandeau là-haut si vous n'arrivez pas à répondre? Est-ce que vous pouvez lever la main pour nous dire si vous avez déjà commencé à faire des bilans de prévention? Madame Bidegori, merci. Elle pose sa question. Ok, Nathalie. donc est-ce que, voilà, Ah, elle a Madame son micro éteint. Gonzalez. Alors, quelles sont les questions? Nathalie, elle a le micro éteint. Nathalie, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Peut-être à Sylvie Gonzalez aussi. Elles ont le micro éteint. Bon, Elles peuvent pas. avant qu'on ouvre Il faut les qu'ils micros, ouvrent ouais. leur côté le Attendez, micro. il y a Sébastien qui veut dire Ouais. quelque chose. Sur le chat, il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore fait de bilan de prévention. J'ai envie de vous dire que c'est vraiment quelque chose que nous devons prendre en main et c'est pas quelque chose qui est compliqué à réaliser. Alors certes, les premiers vont être peut-être un petit peu plus longs, un petit peu plus hésitants que les suivants, mais c'est comme tous les soins qu'on a appris à faire, hein. Au début, on tremblait un peu quand on faisait une prise de sang. Aujourd'hui, c'est un non-événement en fait, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire à nos étudiants. C'est un non-événement maintenant, une prise de sang pour ne pas se focaliser sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc François et Madame Zakrouska, même si vous n'avez pas fait encore de bilan de prévention, n'ayez pas peur. C'est vraiment pas très très compliqué. Il y a Sandrine. Lancez-vous par la famille, vos voisins, des copains. Lancez-vous déjà par des gens que vous connaissez et Vos où vous patients. n'aurez pas peur de, voilà, vous n'aurez pas peur d'accrocher ou de dire, voilà, un truc. Lancez-vous avec des gens comme ça. N'oubliez pas d'aller chercher. Alors déjà, le faire dans son cabinet, moi, me semble primordial, hein. Les bilans de prévention, c'est un rendez-vous au cabinet, c'est un entretien infirmier. Voilà, je l'ai défini comme ça. Les, 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 les usagers de la santé m'appellent pour prendre un rendez-vous. Ils me donnent, je leur demande de remplir leur autoquestionnaire. Je leur demande s'ils peuvent le faire seuls, parce que certains sont assez fluides sur Internet et vont se chercher l'autoquestionnaire sur Amélie ou sur leur espace santé. Et quand ils le remplissent en direct, ils peuvent très bien ils peuvent très bien vous l'envoyer par mail ou toute autre forme de voie d'abord, quoi. La poste, le déposer sous enveloppe cachetée à la pharmacie sur laquelle vous passez. Enfin, vous voyez, vous avez tout un tas de moyens pour le récupérer. Mais Sébastien, excuse-moi, je t'ai coupé la parole une fois, j'en suis désolée. Alors, juste, je vais continuer du coup sur ce qui a marqué sur le chat. Un certain JFB nous demande si on doit être expert pour mettre en place le bilan de prévention. Pas du tout. Par contre, tu as raison, Jean-François, c'est le début, je pense, de la consultation infirmière. Vous avez tous entendu parler que la loi infirmière a été votée et qu'il y a cette histoire de consultation infirmière qui apparaît. Et donc oui, c'est effectivement, j'imagine, le début, les premiers pas de cette consultation infirmière que nous devons absolument prendre en main. Voilà. Le faire à son cabinet, comme disait Pascal, je crois que c'est quelque chose de très important. Ça permet de mettre un lieu neutre en fait en place, d'avoir un environnement serein, hein, sans peut-être les aidants qui sont à côté, ou les enfants, ou les grands-parents, ou les amis qui sont dans la maison. C'est bien d'être face à face dans un endroit tranquille et serein. À mon sens, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Oui, alors je vais rebondir sur ça, hein. Le cadre du cabinet feront peut-être que vous serez amené à avoir des situations parce qu'en fait, ils vont se livrer à vous
puisqu'en fait, ce temps de parole, il est de plus de 30 à 45 minutes. Et en fait, ils vont vous voir autrement que l'infirmière qui fait des prises de sang et qui pique. Donc, moi, je recommande le cabinet, vraiment. Et c'est très, toutes les personnes s'accordent à dire merci, vous prenez du temps, c'est bien de nous écouter. C'est vraiment ce qu'on entend à chaque fois. Et du coup, là, sur le chat, c'est pareil, il y a Sandrine qui me marque qu'elle a tout imprimé pour lire avant de se lancer. Elle est déjà formée à la, à la Prescription prescription vaccinale. vaccinale et elle souhaiterait allier les deux et proposer un temps au cabinet. Ben voilà, c'est aussi une des façons que l'on nous donne de pouvoir mettre le calendrier vaccinal de nos patients à jour parce que là, il y a quand même un sacré manque sur ce sujet-là. Et vraiment, je rajoute que quand vous recevez quelqu'un, les 3/4 du temps, vous prescrivez une vaccination. Et quand vous faites une vaccination, comme c'est presque les mêmes temps d'âge, vous pouvez faire un BP. Le DT polio à 45 ans, vous faites un BP. Et à 65, vous faites un BP. Si vous vaccinez pour 45 et 65, là, vous pouvez faire un bilan de prévention. Et si vous êtes sur un bilan de prévention à ces âges-là, vous pouvez faire une vaccination. La vaccination d'ailleurs, quand vous la prescrivez, n'oubliez pas de noter au fond de l'ordonnance, nota bene, 2 points, l'infirmière a déjà pris le rendez-vous pour vacciner la personne. Voilà, et vous fixez un rendez-vous dans la semaine qui suit. Et donc, vous le revoyez et vous créez le lien. Et vous pouvez faire après un bilan d'ICOP sur la tranche des seniors. Donc, voilà, et vous le reverrez dans 6 mois. Alors, il y a une question, Sébastien, peut-être tu peux répondre sur la vidéo, sur les CEP. Alors, sur la vidéo, j'ai recherché une vidéo d'un exemple d'entretien pour mesdames lancées et je n'ai à présent pas trouvé. Donc ça, c'est sur le site de l'URPS. Les CEP, au-dessus. Pardon? Au-dessus, Sophie a marqué formation, bilan de prévention et CEP. Oui. Voilà, et bien ce site, il faut que vous vous inscriviez dessus, vous n'avez pas besoin d'avoir 40 trucs, hein, c'est juste être sûr que vous soyez professionnel de santé et vous aurez l'ouverture et là vous avez plein de petites vidéos sur les entretiens motivationnels. Ok, ensuite Valérie nous demande quelle différence avec la consultation prévention en pharmacie. Écoutez Valérie, je n'en sais rien du tout parce que je ne suis pas pharmacien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je préfère pour ma famille que ce soit un infirmier qui fasse un bilan de prévention plutôt qu'un pharmacien qui aura toujours quelque chose à lui vendre en plus. Nous, on est dans de la prévention et uniquement de la prévention. Voilà. Du parcours. On est là pour donner des informations et on va dire mettre la lumière sur le chemin que doit prendre la personne pour aller à son meilleur état de santé. Je pense qu'il faudrait ouvrir les micros parce que Jean-François, notre président, souhaiterait lever la main, parler. Et après, on répondra aux questions. Très bien, merci pour les micros. Jean-François ? Un travail exceptionnel. Comme je l'ai écrit dans le chat, il faut qu'on comprenne. Vous m'entendez là? Oui. Pas très bien, mais on t'entend. J'ai le micro? Oui. Parle plus fort. D'accord. Ah, c'est bizarre. Pourtant, je suis une zone bien couverte. Je vous disais à toutes et tous, bon, merci déjà d'être présents. C'est évidemment les prémices de la consultation et surtout les prémices que sur les territoires, les infirmiers vont proposer cette consultation infirmière qui est rémunérée comme on vous l'a donné. Et c'est les premiers pas de nous identifier comme infirmiers référents et surtout d'infirmiers qui réalisent la prévention sur les territoires comme une forme de coach de santé, et c'est tout à fait nouveau. Donc en fait, on inscrit dans la mémoire collective des patients et des familles qu'on a une autre activité qui était aujourd'hui invisible, mais qui fait partie de notre ADN, et non plus vue comme étant, et il faut qu'ils continuent à nous voir comme des bons piqueurs, des bons suiveurs qui réalisent de la clinique, qui font d'extrêmement les meilleurs pansements du monde. Ça, évidemment, c'est notre cœur de réacteur. Mais il faut qu'on ouvre notre activité sur d'autres pans d'activité, et celui-là, on fait partie. Et c'est vraiment les premiers prémices. Et donc, on a tous une responsabilité collective
parce que c'est soit ça fonctionne, et on va nous donner encore plus, j'en suis absolument certain, soit effectivement ça fonctionne à tout, et là, il y en aura peut-être qui sont des industriels du soin, les pharmaciens en particulier, qui le mettront en place à notre place. Et donc, eux seront repérés dans le village ou dans la ville comme la prévention, et non plus nous. Donc, on a un défi collectif là aujourd'hui à relever. Et donc, il faut aussi que vos CPTS vous aident, c'est-à-dire, les CPTS ne sont pas des effecteurs de soins, elles vont vous envoyer des patients, j'espère, parce qu'elles savent qu'à tel endroit, il y a Sébastien Marais ou Pascal qui réalisent des bilans de prévention. Et puis, comme on est tous un peu vieux ou amortis, désolé pour les très jeunes qui sont connectés, à un moment donné aussi, il va falloir qu'on soit remplacé dans nos activités et que les jeunes prennent notre sur les territoires. Et moi, j'aurais adoré, quand je me suis installé il y a plus de 20 ans, qu'on me présente avec un cabinet qui est cette palette d'activités, parce que intellectuellement, c'est extrêmement valorisant. Le matin, je fais tous mes soins complexes, je me lève toujours aussitôt, etc. Mais le week-end, eh ben, en plus, je suis de garde dans le cadre des SAS, mais alors évidemment, ça s'organise. Hein. On ne dit pas qu'il faut qu'on travaille 7 jours sur 7, 365 jours sur 360. Mais je suis appelé pour des certificats de décès extrêmement valorisants. Et en plus, j'organise une fois par semaine une consultation de prévention dans mon cabinet, et puis peut-être un jour, 2 ou 3. Et là, je trouve que les jeunes générations, elles vont se retrouver dans un exercice extrêmement sympathique, et elles vont donc se projeter à venir nous remplacer. Et donc, enfin, on a aussi, nous aussi, une obligation d'un peu changer, modifier notre activité pour les rendre en quelque part aller plus sexy qu'elles ne peuvent l'être aujourd'hui, même si évidemment voilà, je n'en dirai pas plus. Et vous connaissez notre conviction sur ces sujets. Et on espère qu'on vous passe le relais pour que sur les territoires, vous les mettiez en place. Et surtout que vous allez en parler à vos confrères et vos consoeurs. Dans les personnes qui sont là aujourd'hui, donc on vous a présenté une prochaine soirée qui va se passer à Montpellier le 9 avril au soir, où on va vous présenter à nouveau le bilan de prévention et la vaccination. Excusez-moi, je bug parce qu'en même temps, j'ai une personne qui me demande de faire une action et je n'y arrive pas. Bon, donc je vous disais que nous avons une réunion, une soirée dans les locaux de Midi Libre à Saint-Jean-de-Bédas le 9 avril au soir, 19h30, pour à nouveau parler du bilan de prévention. Pour celles et ceux qui nous rejoindront là-bas, ou si vous ne pouvez pas, parlez-en à vos confrères et vos consoeurs. Vous avez tous normalement reçu une invitation pour les gens qui sont sur ce territoire. Voilà, rejoignez-nous et venez parler du bilan de prévention ce soir-là. Ainsi que, pardon, de la vaccination, puisque vous avez compris qu'il y a vraiment une roue vertueuse, hein, cercle vertueux, pardon, entre la vaccination et le bilan de prévention. Personnellement, sur tous les bilans de prévention que j'ai pu faire, à 80%, j'ai fait des vaccinations derrière. Oui, parce que, bien entendu, avec la formation vaccination, vous êtes aussi en capacité pour la dernière tranche, hein, les 2 dernières tranches, pardon, 60, 65, 70, 75, de parler de ce vaccin qui est aujourd'hui recommandé pour ces tranches d'âge et qui est le Zona. Dont voilà, en consultation, c'est pas quelque chose qui sort, enfin, en consultation médicale, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas quelque chose qui sort assez spontanément. Donc ça fait partie de notre enseignement sur la vaccination.
ainsi que la grippe, bien entendu, hein, pour cette population de fin on va dire, de fin de carrière humaine. Pascal, n'oublie pas le Prévenard 20 qui est recommandé aux plus de 65 ans, quel que soit. Aussi, voilà. Voilà. C'est-à-dire Ça, c'est que, important. voilà, on a dans Et ces le bilans de tétanos, prévention. les gens ne Alors, sont pas à jour de leur du voilà, rappel du on tétanos. a Alors là, ça, c'est les vaccins flagrant. classiques DT polio, Prevnar et Shingrix avec le Zona. Ces 3 vaccins sont pratiquement à chaque fois, vous allez en parler pour ces tranches d'âge. 60 et 70, mais pour en revenir au DT, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, c'est à 25, 45, 65. Et après tous les 10 ans. 15, 85, tous les 10 ans. Et après tous les 10 ans, à partir de 65, tous les 10 ans. Voilà. Voilà, vous avez vraiment la capacité de donner de l'information, de la connaissance à la population, d'être le soutien à leur meilleur niveau de santé. Et ça, c'est valorisant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, Y a-t-il des questions? Si vous n'êtes pas à jour par rapport Pascal, à si tu cette permets, date et à pour ce la calendrier. vaccination, pardon. Ils Oui. n'étaient pas vaccinés, mais ils sont 1 sur 2 est reparti aussi avec d'aller voir son médecin traitant pour faire un bilan de sang. Certains n'avaient pas fait de bilan depuis 10 ans. Évident que, parce qu'en fait, on est quand même très axé sur la prévention, mais peut-être que vous rencontrerez des usagers de la santé où vous allez repérer une problématique de santé qui se met en place ou qui est en train de forcir de façon très importante. Et si jamais il vous dit oui, j'ai pas vu mon médecin depuis 2 ou 3 ans, là, il est évident que vous devez envoyer l'usager qui est venu vous voir directement chez son médecin. Et il faut rester dans le binôme infirmier, infirmier-médecin, et communiquer au médecin le résultat de ce bilan de prévention. Hein. Et tout ça, vous le verrez dans le site, vous avez un tuto, vous voyez où est-ce qu'on place les choses, comment on met les résultats dans le DMP, etc., etc. Et vous avez aussi la possibilité de poser des questions sur le site de l'URPS, puisqu'on a une adresse dédiée pour ça si vous avez une difficulté. Le groupe de travail que vous voyez aujourd'hui ici avec Florence, Sophie, Sébastien, Christelle, que j'oublie personne, Sylvie qui est un peu masquée mais qui est par là, on tentera de vous répondre le plus rapidement possible. Avez-vous des questions? Quelqu'un a-t-il des questions? Est-ce qu'on peut répondre à une de vos interrogations? Ou à vos difficultés si vous avez pratiqué les bilans de prévention. Madame Sandrine Blatzheim, est-ce qu'on peut lui laisser le micro? Il faut que vous activez de votre côté votre micro, madame. Sandrine, pouvez-vous activer votre micro? Allez, merci. Okay. Bonjour. Alors moi, j'ai une question pratico-pratique. Oui. Je vais le faire donc prochainement, mes 2 rendez-vous bilan de prévention. Ça va être les premiers. Je vais les faire à mon cabinet. Alors, je me posais la question, est-ce que vous faites, vous remplissez les grilles manuellement, enfin le plan personnalisé de prévention, ou est-ce que vous les saisissez sur un outil informatique? Non, la fiche de recueil d'informations et le plan personnalisé de prévention, je l'écris à la main, je scanne ou je fais photo ou je scanne depuis mon téléphone et je l'envoie et je le dépose dans le DMP. Est-ce que vous le fournissez aussi à la personne? Ah bien sûr, c'est la priorité, c'est lui qui doit repartir avec son plan personnalisé de prévention et il repart, pour mon cas en tout cas, avec ses propres mots. Dans ses objectifs, ce sont ses mots. Je lui fais reformuler son objectif. Je lui fais reformuler ses freins. Et derrière, bien entendu, ça c'est notre partie, c'est le parcours, c'est
la construction du parcours, ça c'est sûr que c'est moi qui ai écrit là, mais avec lui. C'est-à-dire que il a défini ce qu'il était en capacité de faire. Ok. Lors d'un rendez-vous, par exemple, c'est une personne à partir de 60 ans, Oui, je propose un ICOP, oui, je vais faire différentes grilles d'évaluation qui ressemblent, qui sont recentrées dans le step 2 de ICOP. oui. Si effectivement, Pas dans le, alors, Pas pas dans le même forcément, temps. pas dans le step 2, hein, c'est sur le bilan de prévention, vous faites un step 1. oui, C'est-à-dire d'accord, juste un bilan de prévention, mais bon, si je fais une grille EMENA ou si je fais, parce que Oui, je vois qu'il y a une problématique de nutrition, ou si je fais un test aura ou un test de chuchotement, enfin, est-ce que oui, je je peux comprends. l'implémenter en fait dans un step 2? Alors, si vous êtes référencé à ICOP et que vous êtes dans les équipes ICOP, hein, vous faites votre ICOP Step 1 sur votre téléphone et il va venir de toute façon s'implémenter dans votre base de données ICOP, qui est COPUPS PS, et là, vous pourrez programmer un Step 2. Ouais. Mais en aucun cas, je vous propose de faire Step 1 et Step 2 parce que là, sinon, vous y passez 2 heures et demie sur le bilan de prévention, hein. Oui, non, je comprends bien, mais ça Ouais. veut dire qu'il y a une bonne partie dans le bilan de prévention qui va un peu plus loin que le bilan de prévention, puisqu'on fait de l'évaluation avec des échelles. Complètement. Mais vous pouvez aussi rentrer comme ça dans le stop tabac, dans le stop alcool, dans la maîtrise du poids, dans plein de choses. Mais l'essentiel est par contre vraiment de bien intégrer que vous êtes là pour définir, alors évaluer, définir avec l'usager de santé et lui proposer des parcours. Hmm. C'est lui qui doit appréhender ça. Attention, on est là pour lui faire prendre conscience de sa santé et de ce qu'il veut en faire. Il y a des personnes que vous rencontrerez qui ne voudront pas aller à la vaccination. Moi, c'est leur santé, c'est eux qui décident pour eux-mêmes et il n'y a pas de jugement de ma part. Il y aura quand même une information, mais il n'y aura pas de jugement. Si jamais cette personne, vous lui faites un step 1 et vous voyez que ça tilte au domaine cognitif, au domaine du physique, ben là, vous le prendrez en rendez-vous, mais vous prendrez en rendez-vous pour un step 2 et donc sorti du bilan de prévention. Oui. Ça On fait est dans trop long une autre après. phase. Ça fait trop long après pour le patient, hein. Voilà, il faut pas. Parce que le temps est important. On dit 30 minutes, nous, on va dépasser, on va faire 45, 1 heure. Mais au-delà, il n'enregistrera pas le patient. Oui, il sera plus étanche. Voilà. Donc, vous programmez l'alerte dans un deuxième temps. Et là, il sera concentré sur son alerte et vous aurez peut-être un temps de communication autre. Enfin, c'est les recommandations. Pour la personne qui a levé la main, il faut activer sa caméra pour poser la question. Et Son micro. Oui, Zap, oui, Madame pardon. Zach. Oui, bonjour. En fait, Bonjour. je n'ai pas très bien assimilé. C'est-à-dire que pendant le bilan de prévention, vous faites un step 1 ou on Alors, prend un rendez-vous pour faire un step 1? non, malheureusement, non, c'est tout dans le recueil de données de la tranche 60-65 et 70-75. Mais rien ne vous empêche, madame, de faire votre bilan de prévention et votre step 1 de le faire sur votre application, hein. D'accord. Moi, c'est ce que je fais, hein. Le step 1, je le décris sur mon application. Et donc, tout de suite, je sais si la personne, je vais la voir une deuxième fois si j'ai un domaine qui tilte pour faire un step 2. D'accord. Mais tout ça, par contre, ça sera après. Parce que ne mélangeons pas. Alors, bien sûr que c'est de la prévention au bien vieillir, à ICOP, c'est aussi de la prévention. Mais comme le disait justement Christelle, il faut faire petit. Sur ce bilan de prévention, 2 objectifs et pas plus. Pas plus. Et le revoir pour peut-être faire un ICOP ou autre chose. Moi, ça m'est arrivé à 2 reprises de patients
d'usagers de la santé particulièrement demandeurs, prolixes. Et au bout d'une heure et quart, ben, j'ai arrêté et j'ai dit, ben, on va reprendre et cette partie-là, on la fera en deuxième temps. Je vais reprendre du coup la parole. Vas-y. Par rapport à ce que demandait Sandrine tout à l'heure, elle voulait implémenter peut-être des grilles, le test Aura et compagnie sur le bilan de prévention. Sandrine, je pense que c'est deux choses complètement différentes. En fait, ce bilan de prévention, c'est vraiment pour différentes tranches d'âge. Alors pour les âges qui sont intéressés par ICOP, effectivement, il est proposé de faire un step 1. Et si tu vois vraiment qu'il y a un problème sur une des fonctions intrinsèques, à ce moment-là, tu prends un rendez-vous pour faire un step 2 et avoir un suivi. Parce que malheureusement, avec le bilan de prévention, pour l'instant, c'est du Il n'y a rien. one-shot. Il n'y a pas de Oui. suivi derrière. Donc, tu fais ton bilan de prévention, tu fais ton step 1, et si au moment du step 1, il y a quelque chose qui est en anomalie, ben, tu vas déclencher un bilan standardisé avec un step 2 et ainsi de suite. Voilà. Je ne sais Et pas tu si auras c'est plus... là, voilà, et tu Je auras sais là pas si c'est plus l'occasion. clair, Sandrine. Vas-y, tu peux reprendre la parole. Alors, je la tutoie parce que je la connais. Ah, d'accord. Non, c'est alors c'est très clair comme tu l'as expliqué, Sébastien. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Surtout, Sandrine, ce qui est intéressant, c'est que, comme vient de le dire Sébastien, sur le step 2, vous aurez l'occasion de le revoir pour un entretien motivationnel, pour voir s'il a bien mis en place les choses, et à 6 mois, et lui, vous pourrez le suivre. Alors Oui. que le bilan de prévention, one shot, une fois par tranche d'âge, et c'est terminé pour l'instant. Parce que n'oublions pas que si nous arrivons à faire augmenter le niveau de santé de la population en Occitanie, là, on réclamera la suite. Sandrine, Oui, est-ce que tu veux prendre... effectivement, Sébastien, ben, bonjour. Effectivement, ça me paraît beaucoup plus logique en termes de temps passé, surtout pour les 2 dernières tranches de la Ouais, population. C'est celle que moi je connais effectivement très très bien puisque l'ICOP n'a pas beaucoup de secrets pour moi. c'est sûr. Tant mieux. Et donc, forcément, moi, je suis très, très impliquée sur ces tranches de population, tant aussi bien par rapport à la vaccination. Et oui, oui, effectivement, ça me paraît logique de proposer, par contre, un autre rendez-vous pour un step 2. Voilà, Il n'y a parce que sinon aucune... c'est trop énorme en fait. Ouais. Moi, C'est trop intense. mes 2 derniers bilans de prévention ont été chez des gens qui sont intéressés par ICOP. Quand j'ai fait le test en même temps que le bilan de prévention, j'ai vu qu'il y avait la fonction mobilité et cognition qui était altérée. Et du coup, j'ai déclenché un step 2 pour les 2 dernières personnes, du coup. Voilà, et donc on s'est revus, on a refait le point avec tout ça, on a levé les alertes. En fait, il n'y avait pas vraiment de soucis. Mais voilà, je crois que vraiment ce bilan de prévention là qui nous est proposé à 30 € avec la lettre clé RDI. RDI, c'est vraiment quelque chose d'assez global où tu vas faire le tour vraiment de toutes les actions de santé publique qui existent et de prévention. Et voilà, donc c'est quelque chose de rapide aux tranches qui sont intéressées par des actions de santé publique. Et voilà. Tout ce qui est pour approfondir ensuite, pour les personnes de 60 ans et plus, je pense que c'est nécessaire de passer sur une autre partie de notre pratique professionnelle. Ce que je voulais souligner aussi, ce qui était important par rapport à ICOP sur le bilan de prévention, enfin, moi je recommande que faire le bilan et le step 1 parce que au bout d'une heure, le patient n'en peut plus et en fait le principe c'est le bilan de prévention. Mais par contre, ça va permettre de déployer ICOP auprès des professionnels de santé pour le repérage de la fragilité de la personne âgée. Et en fait, ça va encore donner du plus pour les infirmières où on a tout notre rôle à jouer. Mais pour moi, les alertes, c'est dans un deuxième temps. Voilà. Jean-François qui veut parler? Oui, dans les astuces plutôt de communication, approche un peu globale de territoire. On a tous des collèges ou des lycées autour de soi qui correspondent aux premières tranches d'âge. Bon, est-ce que les infirmières scolaires aujourd'hui ont le temps d'écouter les jeunes sur les problèmes de sexualité, d'addiction et autres? La réponse est non. Est-ce que
effectivement, il y a une approche plus générale, mais pas individuelle. Et si vous êtes effectivement plus ou moins proche des parents d'élèves, etc., c'est pas mal d'en parler en disant que l'infirmière libérale du territoire propose des actions auprès des populations, donc des jeunes, sur la première tranche d'âge. Et nous, par exemple, on a aujourd'hui des mamans en particulier qui nous appellent pour prendre rendez-vous pour leur enfant. En fait, l'adolescence, c'est pas le terrain assez facile d'échange avec les parents sur des sujets qui peuvent être parfois un peu tabous. Et du coup, l'infirmière libérale est repérée comme étant un professionnel. Et là, pour le coup, expert de prévention, d'accompagnement, et aborder effectivement l'adolescent avec une tierce personne et non pas avec ses parents. Comment je gère l'alcool, comment je gère la sexualité, en particulier la prévention, etc. Puisque je crois qu'on a fait d'ailleurs des webinaires sur le chemsex et autres. C'est extrêmement intéressant. Et donc, parlez-en auprès aussi des collèges et lycées, parce que, voilà, je vous dis, le réflexe qu'on a eu d'un certain nombre de parents, c'est de dire comment on fait pour prendre rendez-vous pour nos ados. On suppose qu'ils parler avec elle, ça sera beaucoup plus facile. Donc, rendez-vous le mois prochain. Hein, Pascal, le prochain thème, c'est le prochain thème, c'est l'alcool. L'alcool. Voilà. Si vous avez besoin de manipuler un certain nombre de documents, tout ça, n'hésitez pas d'aller sur le site de l'URPS qui vous renvoie soit à l'ESSEP pour l'entretien motivationnel, soit aux documents d'Amélie. Voilà. J'espère qu'on vous a été utile. N'hésitez pas de nous écrire sur l'adresse dédiée. Voilà, on est là pour vous. Et puis surtout, n'oubliez pas, allez-y, foncez et n'ayez pas peur, c'est un régal de faire les bilans de prévention. Un régal. Juste une dernière phrase, il y a François qui marque sur le chat qui vient de s'inscrire sur la formation Mon bilan prévention. C'est très bien, mais vous retrouvez sur le site de l'URPS tout un tas de choses, des vidéos, des tutos qui permettent déjà de vous lancer ou au moins de réfléchir à ce que c'est et de voir vraiment comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le site. Il y a les liens qui sont dans le chat. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Au mois prochain. Et merci d'avoir été là à toutes et à tous. Merci de votre participation. Au revoir. Au revoir. Et rendez-vous le 9 avril à Montpellier pour ceux qui peuvent y aller. Venez nous voir. Sébastien, je peux t'avoir 2 secondes une fois que tout le monde sera déconnecté, peut-être. Oui, je sais, mais tu peux déconnecter peut-être. Sophie, vous pouvez déconnecter les gens ou il faut que…